Merci beaucoup. Oui, je pose ma montre parce que j'ai un petit défi personnel. On m'a demandé de faire un petit panorama du biomimétisme en 10 minutes. Merci beaucoup. Ravi d'être ici. Merci beaucoup la NRT. Merci beaucoup OnePoint pour ce petit tour d'horizon. Alors, je vais faire ça en mode un peu teasing. Je vais être un peu frustré de ne pas pouvoir tout vous raconter, mais je voudrais, si vous voulez bien, faire ça en deux chapitres avant de vous raconter très sommairement toute une série d'histoires d'innovation bio-inspirées. Parce que l'époque assez formidable que nous vivons aujourd'hui, parce qu'elle est aussi formidable, et qu'on a beaucoup, ça a été rappelé, d'excellence en matière de recherche académique, et cette excellence en matière de recherche académique est en train de plus en plus souvent de s'appliquer. Alors c'est le grand défi depuis longtemps, mais probablement encore plus pour les années qui viennent, c'est comment transformer la recherche en application. Mais je voudrais démarrer en nous demandant pourquoi on est là aujourd'hui à parler de biomimétisme. Ce n'est pas tout à fait par hasard, et c'est tout simplement parce que aujourd'hui, on a un certain nombre de défis. Ce n'est pas juste facile de rappeler ça, hein. On a un certain nombre de défis en face de nous, et ce qui est nouveau, ce n'est pas le biomimétisme. Ce qui est nouveau, ce sont nos enjeux. Et si on n'avait pas nos enjeux, on ne parlerait pas aujourd'hui, 23 mai, ici à OnePoint, de biomimétisme. C'est parce qu'on a des enjeux de survie en tant qu'espèce, en tant qu'humanité face à nous. Je parle de nous en tant qu'espèce humaine, hein, parce que la vie nous survivra. C'est parce que le monde change et que nous le prenons en photo en train de changer, que nous sommes ici en train de redécouvrir un truc qui est assez fabuleux, qui s'appelle la vie, qui s'appelle le vivant, et qui est un modèle d'adaptation à ce changement. Deuxièmement, évidemment, on découvre, et encore plus de manière criante depuis quelques semaines, que nos ressources sont limitées. Et ça nous pose évidemment un certain nombre d'enjeux. Donc il faut trouver des solutions pour pouvoir continuer à prospérer, à nous porter bien, mais en épuisant beaucoup moins la seule ressource que nous avons, qui est tout simplement la planète Terre, la maison des hommes, comme le disait Georges Pompidou dans ce fameux discours de Chicago en 1970. Donc nos ressources sont limitées. La diversité génétique décline. Ce n'est pas que la biodiversité qui décline, mais la diversité génétique. Et moins on est divers génétiquement, plus on est exposé au risque, parce que c'est notre diversité qui nous protège et qui est un facteur de résilience. C'est vrai aussi dans les organisations humaines, hein. Dans les structures académiques. Plus vous avez de diversité socio-culturelle, plus vous êtes créatif, plus vous êtes en capacité à vous adapter et à imaginer des nouvelles solutions. Mais tout ça aussi parce que, évidemment, ça paraît une évidence aujourd'hui, ça l'était moins au moment où Bill Anders a pris cette fabuleuse photo qui s'appelle Lever de terre, le 25 décembre 1968. Pour la première fois, un homme prend en photo la maison des hommes. Et donc aujourd'hui, c'est banal parce qu'on a eu les sublimes photos de Thomas Pesquet et de tout un tas d'autres dans cette approche-là. Mais évidemment, on redécouvre, on prend conscience que c'est notre seule capacité à survivre. La bonne nouvelle, c'est que, et c'est toute la philosophie, et pas que la technique scientifique et académique, ou l'approche, ou la filière, c'est toute la philosophie du biomimétisme. La bonne nouvelle, c'est que, évidemment, on n'est pas seul sur Terre, et que toutes les autres formes de vie qui nous entourent ont beaucoup de choses à nous apprendre pour gérer des ressources rares. Le vivant gère de la ressource rare depuis 3,8 milliards d'années. Ce n'est pas juste un problème de la génération humaine. On a dit tout à l'heure qu'on était une espèce jeune. J'ai entendu parler d'adolescence. Moi, je pense qu'on est encore en barboteuse. On est encore en barboteuse. On a 300 000 ans. La moindre des choses qui vit, qui palpite, qui respire autour de nous, on a quelques dizaines ou quelques centaines de millions d'années. Donc évidemment, il y a beaucoup d'expériences autour de nous et beaucoup de solutions pour répondre à nos enjeux d'aujourd'hui. Là aussi, c'est une bonne nouvelle. On n'a même pas à inventer le développement durable. Donc le biomimétisme, ça a été magnifiquement rappelé tout à l'heure. C'est toujours un bonheur de retrouver tout le monde et d'écouter Kalina et Gillian. Vous pouvez en faire un peu la définition que vous voulez. D'une certaine manière, c'est comment faire moins de bêtises. Comment faire moins de bêtises et vivre mieux.
nous et le reste du vivant. Donc on peut s'inspirer des principes du vivant. J'aime beaucoup la notion d'échelle de Gillian, parce qu'effectivement, du nano au macro, il y a beaucoup de leçons à en tirer. C'est pour ça que le biomimétisme, moi j'ai tendance à dire que c'est aussi un paradigme. Alors ce qui est casse-pied, c'est que le mot paradigme a été beaucoup galvaudé, mais merde, c'est un paradigme. C'est un paradigme politique, industriel, économique, et évidemment académique et technologique. Donc on s'inspire de ça, à tous les étages, à tous les niveaux, pour l'appliquer aux activités humaines dans un objectif de ce que j'appelle moi de performance globale. C'est-à-dire c'est bon pour nous et c'est bon pour les autres. Et c'est bon pour la résilience. Mais c'est bon aussi pour les entités économiques. C'est bon aussi pour les individus. C'est une espèce de main invisible inversée d'Adam Smith. C'est comment, en contribuant au bien commun, je contribue à mon bien-être individuel. Et donc, d'une certaine manière, c'est comme si la NRT, avec 3,8 milliards d'années de R&D, c'est quand même pas mal. Imaginez la NRT avec 3,8 milliards d'années. La NRT puissance nature. Déjà, la NRT est fabuleuse, mais la NRT puissance nature, je vous laisse imaginer le truc. Donc c'est un peu ça, et donc ça nous invite à avoir une autre approche dans notre relation au vivant. Je ne vais même pas le commenter, je vais faire très court, mais en gros, la nature était divine. La nature, on a cherché à l'apprivoiser quand on s'est sédentarisé, quand on est passé de nomade à agriculteur. On a cherché à maîtriser les choses. Évidemment, la nature est devenue un stock, il a fallu l'exploiter, de la valeur, de la matière première, de l'énergie. Mais c'est il y a 160 ans, ça. Dans les années 80, on a cherché à la protéger. Et d'une certaine manière, la nouvelle étape, c'est géologique tout ça, ça s'accumule. Mais la nouvelle étape que nous propose le biomimétisme, c'est de nous repositionner en tant qu'élèves face au vivant et de reconsidérer le vivant comme un modèle. Comme, d'une certaine manière, celui qui donne le cahier des charges. Parce que ce cahier des charges, on peut le lire à différentes échelles. Et donc, à partir de là, ce qu'on observe, c'est que cette passion que nous avons pour le biomimétisme, et on est ravis de la partager, ce n'est pas juste une passion de quelques fous furieux dans un coin. Il y a un certain nombre de facteurs conjoncturels qui expliquent ça. Ça a été rappelé par Kalina tout à l'heure. Évidemment, je ne vais pas tous les commenter. Évidemment, on connaît de plus en plus le vivant. Et plus on connaît le vivant, plus on peut en tirer des leçons. Évidemment, on a des capacités de manufacturing aujourd'hui qui ne sont pas celles de Georges de Mestral qui reproduisait la fleur de Bardane et inventait le velcro en 1943. Il pouvait le voir à l'œil nu. Aujourd'hui, pour aller voir un effet Van der Waals sur une patte de gecko, je pense que Georges de Mestral, il ne le voyait pas tout à fait ça. Mais surtout, parce que beaucoup de facteurs ont été expliqués tout à l'heure, c'est un réenchantement. On est dans le comment. Ce n'est pas uniquement des rapports du GIEC qui nous disent qu'on va dans le mur, et c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Ils nous parlent de recommandations et de solutions. Mais surtout, le biomimétisme, c'est qu'on passe du pourquoi il faut qu'on change au comment on peut changer. Et ça change tout en réalité, ce changement de regard, ce changement d'approche. Et puis, c'est un formidable outil, incroyablement enthousiasmant de mobilisation interne. C'est très excitant le biomimétisme parce que d'abord on est tous en quête de savoir, en quête d'apprendre, donc on redécouvre le vivant. Il y a des gens qui sortent de conf à Biomexpo qui disent plus jamais j'écraserai une araignée parce que la protéine de cette araignée c'est un truc de dingue. Et donc on redécouvre que le ver de terre qui est dehors, il a beaucoup plus de leçons à nous donner qu'on voudrait bien le croire. Parce que tout simplement il est là depuis plus longtemps que nous, il a plus de capacité de résilience que nous. Et sans les vers de terre, on va avoir des problèmes. Et ça a été rappelé tout à l'heure. On n'est même plus à 450 millions, on a dépassé les 500 millions maintenant, chère Laetitia. C'était un vieux chiffre, parce qu'on actualise ça en permanence. On a 520 millions et je vais un peu en rafale vous raconter quelques histoires. Mais c'est plus uniquement aussi le fait de quelques chercheurs pionniers. Je cite juste Jacques Livage, par exemple. C'est aujourd'hui de plus en plus des applications concrètes. Et ça intéresse les investisseurs. Et ça intéresse les groupes industriels, parce que les groupes industriels, les investisseurs, on aimerait que ça intéresse encore plus le politique, même si j'ai reçu ce matin le renouvellement du haut patronage du président de la République pour Biomexpo, ça intéresse le politique. Mais véritablement, ce qui est intéressant dans ceux qui travaillent là-dessus, c'est comment on trouve de nouvelles voies, de nouveaux champs de réflexion, des approches hybrides. Donc, on a dépassé, et c'est pour ça qu'on a lancé Biomexpo. Bref, quelques exemples, et je vais essayer d'en montrer quelques-uns en 10 secondes par exemple. Vous avez quelques pancartes là qu'on a apportées. Et pour renouveler un peu les grands exemples iconiques que vous connaissez déjà.
Donc, pardon, je vais les faire en rafale et Tristan Roussel pourra vous parler d'Aribal, évidemment mieux que moi. Là, on est chez Tissium. C'est une colle chirurgicale inspirée des gastéropodes. Ils ont développé un prépolymère que le chirurgien utilise comme une espèce de pâte. C'est un substitut aux sutures, pas totalement, pour être exact, c'est pas un substitut à 100%, mais le chirurgien l'applique comme une pâte sur les tissus mous et humides humains. C'est-à-dire comment coller un truc qui est humide. Eh bien, un certain nombre d'organismes savent faire. Nous, on nettoie comme des dingues, on met de la superglue, ça marche pas toujours. Alors que le vivant, il arrive à faire ça, même souvent en milieu aqueux, avec de la houle. Ils ont développé un prépolymère, le chirurgien l'applique sous forme de pâte encore un peu molle, il fait changer le statut du polymère avec un flash lumineux, ça le rigidifie, il crée une forme de suture sans suture, évidemment, c'est bioassimilable avec tous nos tissus humains. Ils ont levé 120 millions. Là, on est chez M2I Life Sciences. On aime bien cet exemple, on est dans un substitut aux pesticides. C'est bien de dire que l'agriculture doit faire sa révolution, mais il faut lui proposer des substituts, des solutions alternatives. Et il y en a. M2I, près de 100 millions d'euros de levée de fonds, la plus grosse levée en agro en 2019. Ils travaillent en confusion sexuelle. L'insecte mâle repère la femelle à l'odeur. Ça, c'est un truc qui parle à Aribal. C'est fou ce que les odeurs peuvent nous enseigner, mais ça permet aussi de draguer et de trouver des partenaires sexuels. Bref, l'insecte mâle repère la femelle à l'odeur. M2I. M2I, ils ont, par une formulation biomimétique, reproduit la phéromone femelle, qui est exclusive de l'insecte. Ils la concentrent à haute dose dans des espèces de billes qu'ils dispersent dans l'air ou des espèces de petites mousses qu'ils mettent sur un pied de vigne sur 4, parce que c'est aussi appliqué dans le vignoble. Le mâle, insecte qui arrive sur zone, il sent de la femelle à tous les étages. Il est tout excité. Il y en a probablement, mais il y en a peut-être une pour 1 million. Ils ne trouvent pas le partenaire. Ils ne se reproduisent pas. Il n'y a pas de larves. On protège les cultures. C'est extrêmement efficace. Ils sont déjà présents dans plus d'une centaine de pays. Ils commencent à générer du chiffre d'affaires. Prophétie. On aime bien aussi cet exemple parce qu'il nous rappelle que nous faisons partie de la biodiversité et que l'homme est aussi une source d'inspiration, un capteur inspiré de la rétine humaine. Notre caméra à nous est plus un détecteur de mouvement qu'une caméra en flux continu. Donc c'est une caméra intelligente en stockage de données parce qu'elle ne fait qu'enrichir les données déjà accumulées. Si vous vous figez tous, je vais enregistrer une image. Et si tout d'un coup, cher Laurent, tu te mets à t'agiter, je vais te détecter. Même si tu n'es pas au centre de ma vision. Donc mon œil est un détecteur de mouvement. Prophétie a développé cette caméra qui est un détecteur de mouvement, qui est économe en énergie, qui est économe en flux de data et qui détecte mieux les mouvements, notamment dans l'obscurité, application en automotive ou dans le spatial, puisqu'on les a même mis en relation avec le CNES qui cherche à détecter les débris spatiaux en mouvement. CoreWave, inspiré de l'ondulation marine. L'ondulation marine, c'est fabuleux. Les poissons n'ont pas d'hélice et la force motrice de l'ondulation est un moteur extrêmement puissant. Il y a toute une filiation d'innovations bio-inspirées issues de l'ondulation marine grâce à Jean-Baptiste Drevet. Et là, on est chez CoreWave, c'est une pompe cardiaque avec cette petite membrane que vous faites onduler de l'extérieur vers le centre. Vous créez une vaguelette. Quand vous immergez ça vous créez du flux de l'extérieur vers l'intérieur. Pompe cardiaque qui arrive au bout de 8 ou 9 ans de recherche, qui va probablement être un blockbuster dans le médical, qui évite l'effet cisaillement du flux sanguin, qui est économe en espace, en volume, en énergie, et qui est beaucoup plus réactive en face de chaque mouvement du patient. Vous avez la même, issue d'ondulation marine, le même type d'application chez Hill Energy, membrane hydrolienne ondulante, qui a le gros avantage de pouvoir produire de l'énergie électrique sur des faibles courants marins, des 1 ou 2 mètres secondes de courant marin, vous produisez avec l'énergie de l'énergie électrique. Vous n'avez pas besoin d'aller sur des grands flux de courant marin. Le petit Benjamin, c'est Harold Guillemin chez Phoenix, avec ce moteur de bateau à membrane ondulante, avec, là vous ne voyez pas, mais une membrane de quelques centimètres, qui, comme le disque CoreWave, ondule. Vous immergez ça en hors-bord au bout du bateau, vous créez une propulsion, là aussi avec un gain significatif en matière d'énergie. On ne peut pas citer Frank Zal, qui est à la frontière de la bioassistance et du biomimétisme, en tout cas certainement en bioinspiration, et qui a découvert sous ces petits monticules de sable ce fameux ver marin Arénicola marina, qui a une capacité à séquestrer l'oxygène 48 fois plus que nous, et surtout à le séquestrer de manière extracellulaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas encapsulé dans les globules rouges,
qui fait qu'il n'est pas typé en matière de résus, parce que ce sont nos globules rouges qui typent nos résus. Ce qui fait que ce ver marin, cette hémoglobine de ver marin, peut vous sauver la vie demain. Franck Zal, ex-CNRS, a créé une société qui s'appelle Marina, travaille notamment avec le professeur Lantieri, avec un produit dérivé de ce ver marin, qui permet notamment de travailler sur des greffes de peau, sur des grands brûlés, avec un certain succès, parce que tout simplement, l'opération est super oxygénée. On aime bien les travaux de Fabrice Bertil du côté du CHU de Strasbourg. Là aussi, je crois qu'il y a quelques, c'est pas tout à fait par hasard, quelques intérêts pour le CNES. Tout simplement, l'ours brun perd peu de masse musculaire pendant l'hibernation. Et donc, Fabrice Bertil et le CHU de Strasbourg, ils sont en train d'essayer de trouver son secret pour lutter contre l'atrophie musculaire. Ça pourrait aider Thomas Pesquet sur des vols au long cours, mais ça pourrait aussi aider tous nos services hospitaliers. Dès qu'on est alité, nous, 15 jours, évidemment, on a un mal de chien à faire 3 pas, alors que l'ours brun, au bout de 7 mois, il court à 100 mètres quand il sort de l'hibernation. Quasiment. Haribal, donc Tristan Rousset a profité de sa présence pour qu'il vous explique, mais on en a peut-être un peu perdu l'habitude, mais c'est incroyable ce que les odeurs peuvent nous apprendre, peuvent nous enseigner, et donc c'est un détecteur avec des capteurs et aussi de la photonique, des capteurs biochimiques qui sont capables de repérer et surtout de cartographier et de matcher des odeurs avec une base de données. Et là aussi, les odeurs ont beaucoup nous transmettent énormément d'informations. Voilà, je vais avancer rapidement pour vous dire qu'il y a plein d'applications, y compris en architecture. Là, vous voyez des exemples en matière d'architecture. Notre petite Cataglyphis fortis de vos collègues de l'Institut des sciences du mouvement à Marseille, Antoine Wistrach et Stéphane Violet, avec cette fourmi fabuleuse qui se repère grâce à une boussole solaire dans le désert, parce qu'elle ne peut pas déposer les phéromones parce qu'il fait trop chaud. Ils en ont sorti un prototype de GPS qui est une alternative au GPS américain, parce qu'il n'y a pas besoin de transfert de données satellites. Et puis, juste pour le citer, une des grandes tendances du biomimétisme, c'est le régénératif, c'est-à-dire comment... Et c'est juste pour rappeler la philosophie fondamentale, c'est qu'on est là pour s'inspirer du vivant au service de l'homme et de la nature. Si on a du biomimétisme égocentré, anthropocentré, on n'a rien compris. Le biomimétisme au service uniquement des organisations humaines et de l'homme, c'est un biomimétisme qui est une impasse et qui est sans intérêt. Donc le seul intérêt, c'est l'intérêt mutuel de l'homme et de la nature à travers la biorespiration. Et là, vous êtes sur des récifs artificiels de recolonisation en biodiversité marine. Et là aussi, ça marche. Vous avez des habitats bio-inspirés, des habitats naturels. Et quand vous recréez des conditions favorables à la vie revient et recolonise ces espaces. Donc voilà, la liste est extraordinairement enthousiasmante et longue. C'est juste un petit aperçu, pardon pour l'effet un peu teaser. Évidemment, rendez-vous, pardon, pour le deuxième coup de pub à BioM Expo pour ceux que ça intéresse. J'ai aussi pris quelques bouquins. Merci beaucoup.